Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Parlons-en, l'émission hebdomadaire où on traite de l'actualité. 4 sujets aujourd'hui vous seront proposés, à savoir la présidentielle 2020, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, qui est le mieux placé. Le deuxième sujet, Maroc-Algérie, la rupture des relations diplomatiques était-elle prévisible? Troisième sujet, Jean-Luc Mélenchon, la banlieue est-elle un marchepied pour les politiques? Et le dernier sujet, réfugiés afghans rapatriés, suspectés de proximité avec les talibans, pourquoi le 93 comme lieu de résidence? Tout de suite, nous allons décortiquer l'actualité avec nos deux invités. Je vais commencer honneur aux femmes. Je vais commencer par Mariam Bouslam. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes attachée parlementaire. C'est ça, tout à fait. Et Jean-Baptiste Souriès, qui est responsable Paris 10e du MoDem. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, avec le premier sujet, à savoir la présidentielle 2020, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, qui est le mieux placé. Une vidéo en régie. D'accord, on me signale qu'il n'y a pas de vidéo. Donc, pour le coup, Mariam, je vais commencer par vous. Vous savez, vous avez sans doute vu le tweet de Wauquiez qui indiquait qu'il n'était plus candidat à la présidentielle, qui voulait totalement se consacrer à son mandat de président de région. Selon vous, aujourd'hui, dans l'échiquier politique, à droite, entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, est-ce que vous pensez que cette primaire, d'abord, est un duel fratricide qui laissera des traces ? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu des duels fratricides à droite qui ont plus laissé de traces. Je pense à Balladur, Chirac. Je pense à éventuellement. Alors pour le coup, eux n'avaient pas eu de primaire, hein, Balladur. Oui, mais bon, c'était des primaires qui ne disaient pas leur nom. Donc il y avait des tractations en coulisses qui disaient que, bien évidemment, où il y avait des clans, où il y avait vraiment des clans où on se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait été complètement à la manœuvre pour sauver Balladur et qui complètement s'est brûlé les ailes face à Chirac et qui est d'ailleurs leur prima militari en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque sous le quinquennat de Chirac justement, mais aussi sous le gouvernement de Villepin. De Villepin justement et a aussi été un fusible, je dirais un homme politique de droite qui a beaucoup perdu. Voilà, qui a beaucoup perdu. Alors sur cette primaire-là, non, je pense pas qu'elle laissera des traces parce que de toute façon, Emmanuel Macron a réussi en partie un gros pari en France, c'est-à-dire de bouleverser l'échiquier politique. À gauche, n'en parlons pas, on en parlera un petit peu avec la banlieue tout à l'heure, mais et la place qu'elle occupe auprès des présidents, enfin des candidats à la présidentielle. Mais voilà, je pense pas que du coup la droite pourra se reconstruire avec cette présidentielle. Donc, il lui faudra encore au moins 5 ans pour se reconstruire, éventuellement peut-être 2027 pour la présidentielle future, alors, pas celle-ci, pour pouvoir éventuellement être la mieux placée pour l'emporter. Mariam, si je dois comprendre, Xavier Bertrand peut dire du mal de Valérie Pécresse et inversement, et ça ne brouillera pas la famille de droite. Est-ce qu'ils sont encore républicains? Non, parce que de toute façon, Valérie Pécresse a créé son mouvement. Clairement dit qu'il irait sans une primaire républicaine. Valérie Pécresse, elle est libre. Et François Baron. Voilà. François Baron, il n'ira pas. Ça ne l'a jamais intéressé. Il ne veut pas se risquer à être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il ne joue pas justement la surprise? Et je pense que moi, à titre personnel, je peux le regretter parce que François Baron est un homme politique de droite que j'apprécie. Pourtant, je suis de gauche. Qui est président des maires de France. Qui est président de l'association des maires de France, en effet. Mais en plus, il a c'est la droite que j'aime beaucoup, la droite chiracienne qui est respectueuse des valeurs sociales et républicaines. Et puis François Baron, il a un poste dans le privé qui est très lucratif. Je crois que c'était dévoilé dans le Canard il y a quelques semaines. Et je pense pas qu'il va mettre en danger cette situation très confortable. Bien sûr. Dans l'ombre de faiseur de roi. Un petit peu comme Gérard Larcher. Hein. C'est vraiment lui qui pourrait siffler la fin de la récréation et mettre tout le monde en ligne derrière tel ou tel candidat. Je pense que Laurent Wauquiez s'est beaucoup décrédibilisé quand lui avait pris la présidence des Républicains et qu'il avait été incapable de rassembler derrière sa ligne assez dur. Là, ce qu'on voit avec la primaire donc des Républicains, c'est la ligne dure. Elle est souhaitable cette primaire ou pas? Pour les Républicains? Oui. Pour ce qu'il reste des Républicains, en fait, leur plus grosse chance se fait en dehors des Républicains. C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce qu'il reste encore des Républicains?
on a bien entendu des républicains, des anciens républicains qui sont membres du gouvernement et pas des moindres. Jean Castex, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, pour ne pas les citer, pour citer que. Il y a aussi des militants républicains qui sont farouchement pro-Emmanuel Macron, qui voteront pour Emmanuel Macron. Je pense que s'il sera candidat, et je pense qu'il n'y a pas de mystère, il sera candidat à sa propre succession. Sans primaire pour le coup. Sans primaire, bien évidemment. Alors, on peut se poser la question avec ou sans En Marche. Voilà, c'est aussi une question qu'il faut aussi se poser. Est-ce qu'En Marche est sur le point d'être dynamité, d'être complètement éclaté pour recréer un autre parti, un autre souffle pour emmener Emmanuel Macron vers sa réélection en 2022. Et donc du coup, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'En Marche n'existera plus et qu'on va recréer un nouveau parti auprès d'Emmanuel Macron pour le relancer. Notamment auprès des jeunes de quartiers et populaires, et justement on en parlera des quartiers populaires, avec éventuellement des élus de droite qui vont briller. Il était question justement de Pécresse, juste pour en finir, que Pécresse soit la première ministre d'Emmanuel Macron pour 2022. Alors, elle a dit non, mais fake, pas fake, on peut y croire, on peut pas y croire. Elle l'a dit le jour de son annonce. Mais est-ce que quand on va lui proposer quelque chose, est-ce que ça va refuser? Je ne sais pas. Alors, je profite de votre présence, représentante féminine lors de cette émission. Est-ce que vous pensez que la France est assez évoluée au stade politique pour accepter un jour d'avoir une femme présidente? On se rappelle d'Édith Cresson qui avait été Premier ministre, qui avait été un petit peu critiquée dans sa pratique, et depuis elle, aucun Premier ministre femme. Est-ce que vous pensez que Valérie Pécresse, pour le coup, est-ce qu'elle ne risque pas de se heurter à un plafond de verre? Pour le poste de Premier ministre? De présidente. Ah, pour le poste de présidente, déjà malheureusement, je pense que la mieux placée pour être la première femme présidente de la République, c'est Marine Le Pen. Ou peut-être éventuellement dans un deuxième temps, ou dans un passé, dans un futur très lointain, je l'espère, Marion Maréchal, qui éventuellement serait beaucoup plus dangereuse que sa tante. Mais pour le poste de présidente de la République, je pense que les Français ne sont pas encore prêts. Édith Cresson, c'était une autre époque. Édith Cresson, c'était encore un machisme vraiment prenant dans la société. Et elle a évolué, cette société. J'en suis certain. J'ai aucun doute là-dessus. Et surtout, on accepte. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questionnement viscéral d'une femme en politique. Une femme a toute sa place en politique. Il faut en faire plus. L'Assemblée, je vous invite juste à venir de temps en temps à l'Assemblée nationale, d'assister à des questions d'actualité au gouvernement ou des séances publiques. Je peux vous assurer que quand une députée prend la parole, je pense que la société française a évolué, mais la classe politique elle-même n'a peut-être pas évolué. Vous pensez qu'elle n'est pas prête, cette société, à accepter une femme? La société, peut-être que oui, mais la classe politique, elle fera tout. Elle fera tout parce qu'elle est encore très misogyne et encore très patriarcale pour essayer, et on le voit bien dans le jeu des partis politiques qui freinent des investitures pour quelques circonscriptions ou non, et qui donnent des circonscriptions aux femmes, qui met des circonscriptions perdantes, on le connaît, et ça, cette pratique n'est pas encore évolue. Voilà. C'est la même chose pour les jeunes, il y a des vrais blocages, les barons sont encore là et ils bloquent encore, et donc la place aux jeunes, la place aux femmes, elle a été faite avec En Marche un petit peu, et donc je pense que cette évolution elle est inexorable, mais on est encore loin de l'idylle et de l'idéal d'une parité complète, ou en tout cas d'une parité de fait, quoi. Alors Jean-Baptiste Ouriez, permettez-moi de rappeler que vous êtes responsable du MoDem Paris 10. Ma question elle n'est pas anodine. Vous représentez le centre. Il faut se rappeler qu'à la dernière présidentielle, il y avait une primaire de la droite et du centre. Ma première question, c'est est-ce que vous participerez à cette primaire? Est-ce que vous apporterez votre choix? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous suivrez votre appareil politique, à savoir le MoDem, sur le choix qu'elle fera? Alors, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le choix d'Emmanuel Macron pour le MoDem à la présidentielle. Je pense que ça le sera. En tout cas, c'est la suite logique des événements. Moi, pour la primaire de la droite, j'ai un petit favori, c'est Michel Barnier. Il a su se montrer
très capable. Commissaire européen, responsable du Brexit, des négociations du Brexit pour l'Europe. C'est une personne très très compétente, qui travaille énormément, et donc évidemment, j'ai toute ma sympathie pour Michel Barnier. Cependant, pour être président de la République, il faut un peu plus que de la compétence. Il faut aussi avoir une aura, il faut aussi savoir emporter l'adhésion et convaincre. Et donc je pense que là-dessus... Et les 500 signatures de maire. Oui, les 500 signatures. Sur 35 000 communes, on trouve assez facilement les 500 signatures. Ça c'est une formalité, on connaît bien Marine la stratégie. avait fait les Le Pen, c'est leur stratégie de se victimiser, de faire les Caliméros de la politique pour justement dire, regardez, on fait une obstruction à ma candidature alors qu'il n'en est rien. D'accord, il y a une victimisation de la part de... Bien sûr. Très bien. Une victimisation théâtralisée, bien évidemment. Clairement. D'accord. Votre chouchou à droite? Barnier. D'accord, très bien. Et si je devais vous demander votre avis, votre chouchou à droite? En tout cas, le candidat qui représente... Sincèrement, alors c'est pas parce que je suis une femme, mais parce que je pense que sincèrement, j'ai fait la campagne de Jean-Paul Huchon en 2010 pour les régionales. J'ai fait la campagne aussi de Barthelone, malgré moi, parce que je voulais faire la campagne d'Huchon. Et je pense que le Parti Socialiste s'est trompé de candidat. Et je pense s'ils avaient mis en 2015 Jean-Paul Huchon, on aurait conservé la région à gauche. Mais au moins Valérie Pécresse à la région, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. Et on l'a vu vraiment une manœuvre, mais un bulldozer politique pendant le confinement et pendant la crise sanitaire, où la région a vraiment mis le paquet. Et je pense que la région a vraiment joué son rôle de collectivité territoriale bienveillante, accompagnatrice des autres collectivités, des maires, des conseillers départementaux. Pour le Val d'Oise, lorsque le projet d'Europa City a été abandonné, je le rappelle, pour contextualiser, parce qu'on est quand même dans le Val d'Oise et on est valdoisien, lorsque le projet d'Europa City a été abandonné, Marie-Christine Cavecchi, qui est la présidente du département du Val d'Oise, a mis en place, avec Pierre Cuchelil, qui est le président de la CCI, le plan de Val d'Oise 2027, un plan d'urgence pour vraiment mettre le Val d'Oise au cœur des priorités gouvernementales. Et grâce à Valérie Pécresse, il y avait un fonds d'urgence pour le Val d'Oise pour dynamiser ce territoire, qui, je le rappelle, est l'un des plus jeunes, voire le plus jeune département métropolitain de France. Donc c'est un petit peu dommageable que ça soit une présidente de région qui s'en occupe plutôt qu'un président de la République ou même un ministre en charge de la jeunesse ou de l'emploi, etc. Donc je pense que elle a montré sa compétence, et moi je pense que moi, par rapport à Bertrand, Valérie Pécresse, ça, c'est sûr. Et je rappelle, je suis plutôt de gauche, mais Valérie Pécresse serait pour moi une bonne candidate. Très bien. Je vais demander à la régie de mettre à l'écran les sondages sur les présidentielles. On voit bien Marine Le Pen à 28% sur les intentions de vote, j'entends pour le premier tour. On voit Xavier Bertrand, mais on ne voit pas Valérie Pécresse. Un commentaire? C'est de la faute des instituts de sondage. Est-ce qu'ils, manifestement, volontairement ou involontairement, je pense que c'est plutôt volontairement, ils ont plutôt... vous savez, les médias choisissent toujours leurs candidats, et je pense que pour eux... C'est les médias qui font les... Oui, puis je pense que du coup, le fait que Bertrand l'emporte avec un tel brio en fracassant 4 ministres qui étaient candidats à l'élection régionale, je le rappelle, dans les Hauts-de-France, c'était le candidat des médias, bien évidemment. Et donc du coup... Oui, c'est les sondages qui transforment l'élection présidentielle, qui devrait être un choix avant tout de l'intellect, en un choix émotionnel, du en fait, j'ai envie de jouer aux courses, et mon cheval c'est Bertrand, et mon cheval c'est Mélenchon, et mon cheval c'est les autres. Donc en fait, ces sondages aujourd'hui, si tôt, ne servent à rien. Ils ne servent qu'à vendre du papier et à faire discuter. J'ai envie de dire, à quoi servent-ils, puisqu'ils sont quand même des indicateurs pour certains dirigeants, et en même temps, ces mêmes sondages, si vous permettez, donner Balladur président, donner Jospin président, vous vous en souvenez? Oui, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un désarroi entre les Français et les sondages? Les sondages, c'est pas la réalité du vote souverain de la nation française. Est-ce que les citoyens ont pas tendance à faire l'inverse? Parce que si on voit le score de Marine Le Pen, ça fait peur, quoi. Enfin, Emmanuel Macron était favori dans les sondages, et pour le coup, on parlait des médias qui choisissaient un petit peu leurs candidats. Pour le coup, est-ce que vous pensez qu'un des candidats sera privilégié par les instituts de sondage, par la presse, justement pour être un peu plus mis en avant que les autres?
C'est un peu Vous facile de pensez dire quoi, les Jean-Baptiste ? médias et de considérer les médias comme une entité unie, etc. Bon, il est clair que CNews a déjà choisi son candidat, mais il y a aussi BFM, il y a Le Monde, Libération, etc. Je pense que le paysage médiatique français est quand même assez clair. On ne s'attend pas de l'humanité qui soutienne Xavier Bertrand. Donc, il ne faut pas rentrer dans les théories du complot que les médias, comme un seul homme, soutiendraient tel ou tel candidat. Ça, on peut s'élever un petit peu au-dessus de ça. Je pense que c'est possible. Donc, il y a des instituts de sondage et il y a des gens qui achètent des sondages. Alors, et en fait, les personnes qui achètent le plus de sondages, eh ben, on va avoir beaucoup plus de bons résultats pour eux. Ça, c'est évident. Alors, vous avez abordé l'humanité. Quelle belle transition pour traiter du sujet suivant. Jean-Luc Mélenchon, la banlieue est-elle un marchepied des politiques ? Mariam Bousselam ? Non, plus. Ça l'a été. Ça l'a été. Maintenant, je pense que la banlieue ne se laissera plus faire, ne se laissera pas faire. Je pense que maintenant, moi, pour tout vous dire, dans mon activité professionnelle d'attaché parlementaire, j'ai voulu faire un petit tour de France des banlieues pour mettre en avant les initiatives positives qui en existent, parce que je pense que la solution des quartiers populaires et de leurs problématiques, elle vient d'eux-mêmes, de ses habitants. Et on m'a refusé complètement de prendre des photos, de venir avec la presse, etc. Parce que l'instrumentalisation des banlieues, elle ne passera plus. Voilà. Et que Mélenchon dise, bah voilà, si la banlieue ne vote pas pour moi, je suis out. C'est encore une fois considérer que la banlieue vote comme un seul homme. C'est un peu plus précis que ça. Il dit, si la banlieue vote pour moi, je serai au deuxième tour. Oui, mais... Et l'inverse est aussi vrai. Mais ça veut dire que considérer que la banlieue vote comme un seul homme, c'est complètement dénigrer la banlieue, parce que dans la banlieue, il y a plusieurs, je dirais, types de votes, il y a plusieurs idéologies, il y a plusieurs convictions. La banlieue, c'est aussi la France, avec elle est multiple. Et elle représente l'intégralité du panel et de l'échiquier politique français. Et de dire, la banlieue, c'est un vote électoraliste et clientéliste, voire communautaire pour certains, parce que beaucoup vont instrumentaliser la banlieue avec une dimension religieuse qui, pour une fois, est acceptable, alors qu'on nous rabâche les oreilles avec la laïcité, mais quand il s'agit d'élections... alors, à titre universitaire, je suis en train de faire un mémoire sur l'abstention, et notamment de l'abstention dans les quartiers populaires, et comment justement les partis politiques ou les élus en place, notamment dans les villes, utilisent cette abstention à leur profit ou pas. Voilà, mais c'est un truc intéressant, et je pense que Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, alors que je l'ai beaucoup aimé, méprise la banlieue. Et ça, c'est une chose que je ne supporte plus. Alors, vous n'avez pas le sentiment, justement, que la gauche a tendance à infantiliser un petit peu les quartiers, ou est persuadée que les voies lui appartiennent, et ce, depuis déjà un moment, depuis la marche de l'égalité, j'ai envie de dire. Elle est persuadée, sauf que je pense que avec le vote, et je le rappelle, alors ça c'est des informations que les instituts de sondage n'ont pas le droit de dire, parce que on n'a pas le droit d'ethniciser, notamment les instituts de sondage. On n'a pas le droit de dire les musulmans votent pour qui, les juifs votent pour qui, les chrétiens, les athées. Mais il faut savoir que les musulmans, à 57%, soutiennent Emmanuel Macron. Voilà. Parce que Emmanuel Macron, c'est l'un des présidents, c'est l'un des rares politiques français qui, quand il parle à des citoyens, il ne parle pas en fonction de leur religion, en fonction de leur race ou en fonction de leur origine ethnique. Voilà, le Parti socialiste a longtemps considéré les électeurs de la banlieue comme étant leur petit toutou, leur petit caniche, en agitant les subventions publiques à des associations. On le connaît. Est-ce que vous pensez que la loi séparatisme et la loi immigration est-ce qu'elle laissera des traces justement par rapport à cet électorat dit immigré ? Est-ce que justement, est-ce qu'il n'y aura pas un désamour ? Non, parce que sincèrement, je pense que la loi séparatisme et la loi immigration, alors la loi immigration, elle a été portée, enfin, la première loi, elle a été portée par Aurélien Taché, donc le député pour lequel je travaille, mais la loi en question qui est plus d'actualité, non, parce que, alors, il y a la crise Covid qui a fait que du coup, les citoyens n'ont pas du tout une attention particulière sur tout ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, et malheureusement, c'est un fait, mais c'est surtout, moi,
quand je parle de désamour de la politique, la déchéance de nationalité de Manuel Valls et de François Hollande en fait plus de désamour, ont provoqué beaucoup plus de haine et de crispation à l'égard de l'électorat socialiste plutôt que la loi séparatisme de Marlène Schiappa de Gérard Darmanin. Voilà, c'est tout. Très bien. Jean-Baptiste Souriès, vous pensez quoi des propos de... Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon c'est décrédibilisé depuis un petit moment. Il vit sur un passé glorieux d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années dans les plus hautes sphères de la politique et du Parti socialiste. Il s'en détache au moment opportun pour fonder son parti, et il a même réussi à redynamiser un petit peu le Parti communiste, et il fait un très très bon score d'ailleurs aux dernières présidentielles. Et puis aujourd'hui, il vit un petit peu sur ce qui lui reste, sur le capital qu'il a réussi à accumuler, ce qui est marrant pour un communiste. Et puis, graduellement, les gens se rendent compte de qui il est en tant que potentiel leader, en tant que potentiel président de la République. Et je pense qu'il a perdu clairement la confiance des gens. Et sa stratégie à l'élection présidentielle de 2022, c'est je vais essayer de siphonner la gauche. Donc il s'entretient avec Éric Piolle et avec Sandrine Rousseau du côté des Verts, parce que il sait bien que c'est un sujet qui va être clé pour ces élections présidentielles. De l'autre côté, il récupère l'Avenir en commun, qui sonne bizarrement comme le programme d'Anne Hidalgo du côté gauche, du côté du Parti socialiste. Donc Jean-Luc Mélenchon est un petit peu désespéré, parce qu'il sent bien qu'il est en perte de vitesse. Il essaye de dynamiser, parce que je pense qu'il y a des esprits vifs derrière lui, à la France Insoumise, etc. Et donc il y a eu une belle force de proposition aux dernières présidentielles, mais qu'aujourd'hui c'est la personne de Jean-Luc Mélenchon qui est inacceptable à la présidence de la République, et donc il tentera, il gesticulera, il criera qu'il est la République jusqu'au bout, mais la République ne lui fait plus confiance. Vous partagez cette analyse, Mariam Bousselam? En toute confidence, c'est quelque chose qu'on a le droit de dire ou vous pas. Pouvez dire non. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles en 2017. Voilà. Pourtant, j'ai fait la campagne d'amont parce que j'étais encore au Parti socialiste et que, franchement, je considérais que Benoît Hamon nous avait sauvés de Valls, justement. Mais il n'incarnait pas la gauche. Jean-Luc Mélenchon m'a profondément, moi, et pourtant j'ai suivi Jean-Luc Mélenchon, je l'ai beaucoup admiré, et je l'admire toujours en termes d'intellect politique, parce que je pense que c'est l'un, et c'est peut-être le seul homme politique en France qui a vraiment, j'irais, une science, et voir une éloquence, ne serait-ce que, j'invite les spectateurs et les téléspectateurs à voir Baron Noir, cette scène dans la saison 2, il me semble 2, où dans l'amphithéâtre, où il y a cet exercice de punchline, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui est incarné, c'est le seul qui est l'un des plus éloquents en politique, mais il a une éloquence scientifique. Et moi, la République c'est moi, ça a été une rupture. La République c'est pas lui, la République c'est nous tous. Et la République c'est surtout de respecter les lois, respecter les forces de sécurité, respecter les forces de l'ordre, et l'autorité que la République nous incombe en termes d'autorité judiciaire, d'autorité policière. Et moi, ça a été une rupture. Voilà. Et je pense que ça n'a pas été une rupture que pour moi, ça a été une rupture pour beaucoup. Et c'est pour ça que je rejoins Jean-Baptiste sur ses propos. Voilà. On conclura ce sujet sur la faute politique de Jean-Luc Mélenchon sur la République, c'est moi. Et morale. Aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Pour passer au troisième sujet, Maroc-Algérie, la rupture des relations diplomatiques était-elle prévisible? Nous avons un autre invité qui n'a pas pu se déplacer et que nous remercions par avance de participer à distance. Il s'agit de Jamel Guessoum. Jamel Guessoum. Bonjour. Bonjour Jamel. Alors, je rappelle que vous êtes président de Canal France Algérie. Vous aviez été par le passé candidat à l'élection législative pour les Algériens de France. Tout à fait. C'est ça. Sur le sujet, sur la rupture des relations diplomatiques, selon vous, est-ce qu'elle était prévisible? Elle était non seulement prévisible, mais absolument nécessaire. Et je vais m'en expliquer. Nécessaire, vous dites? Tout d'abord, nécessaire, absolument nécessaire. Et je vais expliquer et détailler pourquoi. Tout d'abord, cette rupture s'inscrit dans un contexte que l'on ne peut ignorer. Un point sans le contexte n'aurait pas de sens. Tout d'abord,
sans passer de 1956 à 2021, je dirais que les relations algéro-marocaines, et particulièrement depuis le 27 août 1994 pour être précis, ont été en déclinant par des actions que je considère pour ma part tout à fait hostiles à l'égard de l'Algérie. Ça a été notamment juste après l'attentat de Marrakech du 27 août 1994, le fait d'avoir accusé les services algériens d'avoir fomenté cet attentat, et il s'est avéré qu'ensuite ce n'était pas le cas. Et il y a eu une succession d'éléments, et notamment et précisément là durant cette année 2021, qui est notamment le soutien clair et officiel du Royaume du Maroc à l'égard d'un mouvement déclaré terroriste en Algérie. Ce fut le cas par l'ambassadeur à l'ONU du Royaume chérifien qui a, lors d'une réunion des pays non alignés, fait passer une info soutenant le mouvement autonomiste kabyle qui est considéré par le Haut Conseil de sécurité algérien comme étant terroriste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là et ça a continué à travers d'autres actions, notamment le fait que depuis 1948, aucun responsable israélien ne s'était permis de critiquer un pays arabe à partir d'un sol arabe. Et ce fut le cas lors d'une réunion entre le ministère des Affaires étrangères israélien à Rabat. Et donc, il était absolument nécessaire de rompre les relations. Moi, le reproche que je fais à l'État algérien, il est clair. Il est de celui d'avoir trop attendu. Et donc, c'était absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que la relation toxique, parce que c'est devenu, au fil du temps, une relation toxique. Si vous ne vous entendez pas avec votre conjoint et que vous vous mettez à vous battre tous les jours, il faut divorcer. Et c'est à partir, je pense, à partir de ce divorce que l'on pourra peut-être, au fil du temps, reconstruire une relation, mais sur des bases saines, sérieuses et amicales et de bon voisinage. Alors, je voudrais juste revenir sur une de vos publications où vous dites que le Maroc a envoyé des drones israéliens pour brûler les forêts en Algérie. Vous l'aviez dit sur Aouras TV. C'est une information incroyable. C'est une information incroyable puisque les propos que j'ai tenus sur Al-Maghribiya, ça n'était pas cela, ce que j'avais dit sur la chaîne Al-Maghribiya. D'accord, c'est le moment de dire... Les propos. Oui. Non, c'était pas, les propos étaient de dire qu'à un moment donné, il y avait des troupes marocaines aux abords de la frontière algérienne et qui étaient équipées de drones israéliens. Comment voulez-vous mettre un incendie avec un drone jusqu'en Kabylie à l'est d'Alger? Ça n'a pas de sens. Donc ce sont des propos que je n'ai pas entendus. Par contre, ce que je peux dire et ce que j'assume pleinement, c'est que le royaume chérifien, dans son soutien au mouvement terroriste de MAC, a participé indirectement aux incendies qui sont en Algérie. Ça, je peux dire. Mariam, ça vous fait réagir ? Je vais peut-être laisser Jean-Baptiste pour vraiment canaliser. On vous laisse ranger votre frein. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Est-ce que les interventions du gouvernement algérien depuis le début du Hirak, est-ce qu'on peut vraiment donner quelconque crédibilité au gouvernement algérien aujourd'hui? Depuis le Irak, il y a une tentative de construction citoyenne d'un mouvement politique, d'un mouvement de citoyens mobilisés. Je ne suis pas sûr que le président Tebboune ait la crédibilité d'avoir un dialogue diplomatique avec ses voisins ou même l'appui, le soutien populaire. Alors, Jean-Baptiste, permettez-moi d'être votre contradicteur 30 secondes. Pour alimenter le débat, mais est-ce qu'à l'époque, au lancement du Irak, est-ce que ce n'était pas pour chasser un président qui était là depuis 4 mandats et que, action réalisée, le Irak n'avait plus de raison d'exister et donc du coup les gens qui justement participaient à une forme de séparatisme, vous voyez, on emploie encore le terme, un séparatisme local en Algérie, est-ce qu'ils n'ont pas justement préempté ce Irak pour justement essayer de déstabiliser un pays qui est déjà en difficulté? C'est une question. Si vous me dites que la liberté en Algérie est totale, si vous me dites que il y a plus de corruption, si vous me dites que... Mais j'ai envie de vous dire qu'en France, il y a de la corruption aussi. Bien sûr. Non, mais je pense que le Irak était beaucoup plus... Et selon les Gilets jaunes, la liberté n'est pas totale. Et il s'inscrivait dans un mouvement plus général, régional. Je prends l'exemple de la Tunisie, je vais prendre l'exemple du Liban aussi, où il y a des manifestations régulières. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une tentative de se réapproprier l'État de la part des citoyens, un mouvement très beau, et Tebboune n'était pas leur choix?
Très bien. Donc la souveraineté des Algériens ne s'est pas exprimée selon Je peux intervenir. les yeux. Bien sûr. Mariam Bouslam, Très bien. par rapport à tout ça, Alors, moi, par rapport à ce que je viens d'entendre, de la part de Monsieur Guessoum, qui m'a profondément peiné, parce que Peiné. Parce que franchement, depuis que je fais la politique, j'ai fait l'associatif depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, je suis une militante farouche à ce que le Maroc et l'Algérie soient des pays frères, des pays qui poussent le Maghreb et qui poussent l'Afrique vers le haut, et qui deviennent vraiment des partenaires clés de l'Union européenne en termes de politique migratoire, en termes de politique sécuritaire, en termes de politique économique. Et je pense que l'Algérie et le Maroc se grandiraient économiquement, socialement, et même, je dirais même familialement, parce que de toute façon, il y a des familles qui sont mixtes. Et ça, c'est quelque chose de profondément, mais bouleversant. Quand on voit qu'en 94, M. Guessoum le rappelait, lorsque les frontières ont été fermées, moi j'ai des membres de ma famille qui ont dû quitter l'Algérie, et des personnes qui n'ont pas vu leurs proches, mourir. Ça, c'est la réalité des faits. On peut se positionner en fervent défenseur de l'Algérie ou fervent défenseur du Maroc. Ça ne résoudra en rien la condition sociale, la condition des familles qui ont été déchirées et décimées, et c'est ça qu'il faut éventuellement penser quand on est politique. C'est quel monde et quelle société on veut construire pour nos concitoyens. Et moi, la société intra-maghrébine que j'aimerais construire, c'est éventuellement une société intra-maghrébine, mais du Grand Maghreb, du Maroc, en allant de la Libye, même de l'Égypte, qui soit vraiment, et la Mauritanie bien évidemment, en passant par la Tunisie, vraiment un Maghreb uni qui maximise leur force. Sur les incendies en Kabylie, avec la mosquée d'Argenteuil. Dans toute l'Algérie, puisque bien évidemment, avec la mosquée d'Argenteuil, j'ai contribué aux collectes de dons, et quand on voit la manne pétrolière et éventuellement tout l'argent dont dispose l'Algérie, je trouve ça dommageable qu'on a été obligé de se cotiser pour envoyer de la biafine en Algérie. C'est complètement ou de la bétadine. C'est-à-dire que l'Algérie a été défaillante en termes d'aide humanitaire et d'aide sociale aux peuples qui ont été victimes de ces incendies. Et d'ailleurs, elle a été défaillante parce que aucun ministre ne s'est déplacé sur place. Le président Tebboune a été aux abonnés absents, silencieux sur cette cause, en incriminant tel. Je ne vais pas revenir sur la mort de ce jeune, de Jamel, qui a été complètement barbare. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Paix à son âme, courage à sa famille. Ça sera un des martyrs, comme l'a dit son père, de cet incendie meurtrier ou pas. Je ne suis pas la juge, la procureure pour dire si c'était volontaire, involontaire. Mais en tout cas, pour répondre à la question est-ce que c'était prévisible, moi je dirais que malheureusement elle était prévisible du côté algérien, mais elle n'a jamais été prévisible du côté marocain. Parce que du côté marocain, on a tout fait vraiment. Quoi que l'Algérie ait pu dire et puisse faire, notamment sur la cause sahraoui, parce qu'il y a aussi ça. La cause sahraoui, c'est aussi ce qui cristallise les tensions entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie n'en démord pas sur le fait que le Sahara, c'est un Sahara marocain. Elle veut tout simplement, pour agrandir son territoire, avoir une ouverture sur l'océan Atlantique et dominer le Sahara occidental avec le Front Polisario. Sauf que le Front Polisario, c'est un front qui n'est pas forcément bien reconnu par l'ONU. On voit que l'ONU soutient à chaque fois le Maroc, qu'il y a encore une fois, les États-Unis, Israël soutiennent le Maroc, et notamment avec des ouvertures de consulats à Laayoune et à Dakhla, qui montrent que bien évidemment la communauté internationale est aux côtés du roi du Maroc et notamment de la diplomatie marocaine sur le fait que le Sahara est marocain. Enfin, on va reprendre l'histoire. Le Sahara est marocain. C'est lié aux occupations espagnoles et portugaises, que du coup, les frontières ont pas été bien évidemment rétablies lorsque les occupations ont été clôturées, et que du coup, l'Algérie a dit, ou le Front Polisario a dit, c'est à nous. Non, on va rétablir les faits. Le Sahara est marocain, pleinement marocain. Voilà. Et que c'est quelque chose qu'il faut accompagner, et que l'autodétermination du Front Polisario, c'est pas possible. Et cette cause cristallise les tensions avec l'Algérie, et le reste n'est que prétexte. Voilà. Le reste n'est que prétexte pour moi. Encore une fois, on va donner un petit peu la parole à Jamel Guessoum sur meurt d'envie de me répondre. Mais Jamel Guessoum, est-ce que c'est pas justement un pas en arrière sur la construction du Maghreb? Et est-ce qu'aujourd'hui on ne parle pas que de ce qui nous sépare et pas de ce qui nous rapproche entre l'Algérie et le Maroc? Alors,
une petite diversion sur ce que disait Jean-Baptiste, je crois, sur la crédibilité de l'État algérien. Je ferais juste remarquer qu'il y a eu 10 fois plus de morts avec l'opération des Gilets jaunes en France, avec quelques centaines de milliers de manifestants, qu'en Algérie, avec des dizaines de millions de manifestants, qui traitent la question mathématique. Sur ce que vient de dire Madame, alors je suis complètement effaré. Le Haut Conseil de sécurité algérien déclare un mouvement terroriste il y a 3 mois ou 4 mois, et quelques temps après, l'État marocain apporte son soutien à un groupe terroriste et on nous évoquerait la question de l'amitié et du Grand Maghreb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas sérieux. Secondement, je suis obligé de revenir sur l'histoire maintenant. Alors, on va commencer juste en 1963, un an après l'accession de l'indépendance en Algérie. Que s'est-il passé? Le sang de nos moudjahidines algériens coulait encore sur le sol en Algérie, que le Maroc a attaqué l'Algérie pour récupérer, entre parenthèses, Tindouf et Tchad. Est-ce qu'on fait cela à un pays frère? Non, on ne fait pas cela à un pays frère. Sur la question du Sahara occidental, je ferai remarquer que lors de l'accession de l'indépendance de l'Algérie, le sol sahraoui était espagnol. La question est de savoir pourquoi est-ce que le Maroc n'est pas entré en guerre à ce moment pour récupérer ces territoires, si c'était vraiment les siens. Et par conséquent, le royaume marocain s'attaque toujours au plus faible. Ça, c'est de la lâcheté. Sur la de 1994, accusé des services, en plus, c'est incroyable. L'attentat de Marrakech, 22 des services marocains concluent l'application des services algériens, ce qui a été démenti par la suite. Que s'est-il passé en 1994? Des Algériens qui étaient à Oujda, Edlia et qui étaient au Maroc ont été renvoyés en Algérie en maillot de bain. Est-ce qu'on fait cela à un pays frère? Non. Je reviens ce matin sur 2021. Sur 2021, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'abord, juste une aparté, Ceuta et Melilla appartiennent vraiment au Maroc. C'est reconnu comme étant des territoires marocains, mais sous emprise espagnole. Où est le courage dans ces cas-là de vouloir ne pas récupérer ces territoires maintenant? Non, le royaume chérifien s'attaque toujours aux plus faibles, et c'est cela que l'Algérie n'acceptera jamais. La succession des 3 éléments qui se sont déroulés en 2021, ce n'est inutile de nous parler du Grand Maghreb, de la grande fraternité, si un pays voisin soutient un groupe terroriste déclaré officiellement comme tel. Donc, la chansonnette, madame, la chansonnette du grand frère et du Grand Maghreb, ça, il faut la faire. Et monsieur Guessoum, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si je suis votre raisonnement, le Maroc peut aussi dire que la chansonnette de la fraternité, lorsque l'Algérie soutient le Front Polisario, qui est un front terroriste et qui n'a qu'une seule envie, c'est la déstabilisation géographique, politique et sociale du royaume chérifien. Dans ces cas-là, nous aussi on peut avoir éventuellement ce même son. Alors que nous, le Maroc s'est grandi en entretenant encore une fois les relations diplomatiques, et encore une fois, je le dis. Enfin, lorsqu'il y avait les incendies en Kabylie, 2 Canadair marocains ont été envoyés. L'Algérie, il me semble, les a refusés. Donc, pour en termes d'aide humanitaire, c'est-à-dire que l'Algérie préfère laisser cramer des paysages et éventuellement la nature algérienne, plutôt que de ravaler sa fierté et son orgueil, parce que c'est cela qu'il s'agit, c'est purement de la fierté et de l'orgueil algérienne qui éventuellement meurtrit la diplomatie intra-maghrébine. Et ça, j'en suis désolé. Le royaume du Maroc a en ce moment une certaine arrogance aussi, de par sa stabilité et de par ses contacts internationaux. On l'a vu avec Pegasus, où c'était donc un software espion israélien qui a été utilisé contre des dignitaires politiques français. On a vu la pression aux migrants qui a été faite justement parce que l'Espagne avait accueilli des dirigeants du Front Polisario, et il y a un espèce de comportement incompréhensible sur l'acquisition du Sahara occidental par le Maroc, et donc cette stabilité et comparée à ses voisins fait que le Maroc commence à exiger de plus en plus, et donc c'est pas étonnant qu'elle ait ce comportement contre l'Algérie un peu plus agressif et un peu plus poussif. C'est normal à un moment donné, quand un pays s'arme, quand un pays se développe, quand un pays a des bons indicateurs économiques, quand le roi du Maroc en personne mouille le maillot pour développer et accompagner le royaume en question pour la modernité et faire en sorte que le Maroc soit l'un des pays les plus innovants
innovant, dynamique du continent africain, à un moment donné, il a de quoi rivaliser avec éventuellement les autres pays, notamment les pays européens. Et je pense que c'est la grandeur du Maroc que éventuellement s'affirmer d'un point de vue géopolitique et diplomatique. Alors, tout simplement. Jean-Baptiste Ouriez, vous pensez que ces deux pays sont réconciliables? Bien sûr, mais de toute façon, il va falloir. Je veux dire, on peut prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne, on peut prendre l'exemple d'énormément de pays qui se sont... on peut prendre l'exemple de la Turquie et de l'Arménie, qui ne s'entendent pas jusqu'à ce jour. Oui, mais on est sur des valeurs communes et une proximité géographique et une taille qui fait que il va bien falloir, ou je pense que les Algériens et les Marocains vont bien finir par ne plus passer par les encablures diplomatiques et continuer à créer des liens. Moi, je vois ici en France des Algériens, des Marocains et des Tunisiens qui ont absolument aucune envie de discuter des grandes questions d'État et qui ont de très bonnes relations, bien sûr. D'accord. Mariam, vous restez optimiste justement sur une possible réconciliation? Moi, je reste optimiste sur le rôle de la diaspora ici en France, qui en effet ne prend pas compte tous ces éléments diplomatiques et politiques et complètement unis. Donc ça, c'est un des points positifs. Et puis moi, je pense que sincèrement, l'Algérie se grandirait après. Je ne suis pas après, en toute humilité. Voilà, je suis aussi démocrate et républicaine. Ils ont choisi leur président, c'est Tebboune. Faut le respecter, choisi ou pas choisi. On peut en discuter, voilà. Mais je pense que l'Algérie peut s'inscrire dans le Maghreb uni et avoir des relations apaisées lorsque le gouvernement sera enfin au civil. S'inscrire ou co-construire les deux. Et je pense qu'une fois que le gouvernement sera, pour une fois, et bel et bien pour une fois, au civil, et que les généraux déguerpissent du pouvoir, je pense que enfin une fois les relations diplomatiques, et que l'Algérie elle-même pourra se grandir et être vraiment, à la limite même concurrencer le Maroc, mais bien au-delà. Et je pense que si les civils prennent le pouvoir en Algérie, l'Algérie restera un des pays les plus concurrentiels et vraiment un pays vraiment très fort au niveau mondial. Et je pense que c'est tout l'intérêt de l'Algérie de se débarrasser des généraux au pouvoir. Jamel Guessoum, vous avez une réponse à ces propos? Oui, tout d'abord, la question de pouvoir civil, pouvoir militaire, on n'aura pas le temps de l'aborder, mais ça serait intéressant peut-être à un autre moment de le faire. Sur la question des relations entre les peuples ne changeront pas, bien évidemment en Algérie, et que les deux diasporas en France. La question ne se pose pas sur la fraternité entre les peuples. Simplement, il y a des relations diplomatiques. Bien heureusement, elles ont été rompues et c'était vraiment une bonne chose. Je pense qu'avec le temps, je veux dire que quand on ne s'entend pas, et je le répète, quand on ne s'entend pas avec son conjoint et que la relation est toxique, il faut divorcer. Quitte à revenir par la suite et peu à peu reconstruire quelque chose. Mais les 3 attaques de 2021 remplacent aisément de 1956 à 1994. Et je voudrais juste dire à M. Baptiste, ou Jean-Baptiste, excusez-moi si j'écorche un peu votre nom, mais vraiment, du point de vue pas des droits de l'homme, mais en tout cas du droit de manifester, je pense que la France n'a pas de leçon à nous donner. En France, il y a eu 10 fois plus de morts. Voilà, il y a eu 10 fois plus de morts, avec quelques centaines de milliers, seulement quelques centaines de milliers de manifestants en France, alors qu'en Algérie, il y a eu des dizaines de millions, ça se compte par millions, et il n'y a pas eu autant de morts. De ce point de vue, je pense que la leçon de morale ici, à partir de France, ne fonctionnera pas. Moi, tout simplement, juste Monsieur Guessoum, je pense que Monsieur Ouriez n'a pas voulu dire par rapport à la leçon sécuritaire. Je pense qu'il a voulu dénoncer le fait que le Hirak et que les revendications du Hirak n'ont pas été acceptées, parce que les revendications du Hirak, Monsieur Guessoum, excusez-moi, je vous coupe, les revendications du Hirak, c'était Khlas, je vais le parler en arabe, c'était Bouteflika dégage et les généraux dégagent. Et encore une fois, les généraux n'ont pas dégagé du pouvoir. Tebboune est toujours en place et c'est toujours les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. C'est le même système, tout simplement. Et les revendications du Hirak, c'est dégager moi ce système militaire pour que nous civils prenions le pouvoir. C'est ça les revendications primaires du Hirak. Voilà. Non, vous faites erreur, madame. La demande principale du Hirak, parce que je connais l'ensemble des protagonistes, de Maître Bouchachi jusqu'à madame Toubika Rassoul,
jusqu'à Karim Tabou qui est un ami, donc je connais un petit peu le sujet. Non, madame. Non. La revendication principale, voilà, c'était demandé. Elle a été actée et faite le 2 avril 2019 grâce au peuple algérien, et c'était, et non pas de pouvoir civil, etc., civil et pas militaire. Non, vous savez, madame, sur la question du pouvoir civil et militaire, si nous avions un pouvoir civil comme on se l'imagine en Occident, en Algérie, l'Algérie serait comme la Syrie. Est-ce que la finalité de tout mouvement populaire n'est pas de réécrire une constitution et de se mobiliser tel que ça a été le cas, je pense au Chili et je pense évidemment à la Tunisie, c'est-à-dire se rassembler les forces vives, rassembler les différentes tendances et réécrire une constitution qui permette de donner un vrai nouveau départ à un pays et reconstruire la confiance entre les institutions et les citoyens. Et ça, c'est peut-être ce que j'espérais pour l'Algérie, c'est peut-être ce que j'espérais comme finalité du Hirak. C'est ce qu'on peut encore espérer. Et c'est ce que j'espère arrivera pour l'Algérie, c'est tout ce qu'elle mérite. Et si ce n'est beaucoup plus. Très bien. Jamel Guessoum, est-ce qu'on vous garde pour le sujet suivant? On va parler des réfugiés afghans. Je sais que vous avez longtemps travaillé sur un programme contre la radicalisation. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Et pour le coup, je vous garde avec nous. Avec plaisir. Bon, très bien. On va passer au 4e sujet, à savoir réfugiés afghans rapatriés, suspectés de proximité avec les talibans. Pourquoi le 93 comme lieu de résidence? On a, je crois, un article que l'on peut mettre à l'écran. La régie. Très bien. Donc, Afghans placés sous surveillance, la maire de Noisy-le-Grand dénonce un manque de transparence. Sur ces élus locaux, Mariam Bouslam, vous qui avez été adjointe au maire, et vous savez la difficulté des maires aujourd'hui de pouvoir exercer sur leur territoire, le fait que la maire de Noisy-le-Grand reproche justement de ne pas être informée des mouvements de personnes qui seraient, j'emploie le terme de fichés, entre guillemets, est-ce que d'abord c'est du droit d'un maire de savoir un petit peu qui est sur son territoire, et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement on apporte toujours cette même détresse sur les départements dits en difficulté comme le 93? Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que il y avait la question des fichiers S qui, en effet, les maires voulaient que tous les fichiers S avoir tous les fichiers sur leur territoire. Et je pense que c'est du droit du maire, parce qu'il faut le rappeler une fois pour toutes, le maire a un pouvoir de police. Et ça, c'est quelque chose. C'est le premier magistrat de la ville. Et c'est le premier magistrat de la ville. Il représente aussi, il a une double casquette, il représente l'exécutif local, mais il représente aussi l'État. Donc il est un petit peu le représentant de l'État sur son territoire. Et puis il a un pouvoir de police. Police administrative, oui, et puis il a aussi, c'est le chef de la police municipale qui est armé ou pas armé. Et je pense que pour respecter la sécurité sur son territoire, il doit avoir tous les tenants, tous les aboutissants. C'est une délégation qui s'est développée depuis quelques années. On a les commissariats qui se sont vidés et le pouvoir régalien de l'État, à savoir assurer la sécurité des citoyens, c'est un pouvoir que l'État n'assume plus aujourd'hui. Beaucoup de policiers nationaux disent qu'il y a plus de marge de manœuvre et plus de facilité en police municipale, alors que la police nationale, avec tous les problématiques, notamment de violences policières, ils sont plus pointés du doigt, avec les GPN qui contrôlent plus éventuellement les faits et gestes. Et donc du coup, pour l'articulation de la sécurité sur le territoire, je pense que le maire doit savoir qui est sur son territoire. Il y a été question de cette problématique-là lorsque, au lendemain des attentats 2015, où quand il y avait toute cette série-là de contrôles et de réquisitions administratives, aussi de assignations à résidence, où des fois les maires n'étaient même pas au courant que tel ou tel concitoyen de sa ville avait été assigné à résidence, où il y avait une perquisition parce que suspicion de terrorisme. Alors je pense qu'il y a une opacité, et je pense qu'il faut éventuellement avoir, parce que on l'a bien vu pendant la crise Covid, les maires ont été pleinement associés. Dans tous les discours d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe et de Castex, il a été question de donner la confiance aux élus locaux. Déjà au grand débat. Et je pense, bien évidemment, et je pense que sur la question sécuritaire, si on n'articule pas les relations maire-préfecture, parce que les préfectures et bien évidemment les DSP, donc les directions départementales de la sécurité publique, si on n'associe pas les maires à ce dispositif, on est défaillant collectivement, j'entends, et individuellement, bien évidemment. Sur la question du 9-3,
le 93, malheureusement, cristallise toutes les problématiques de France et de Navarre. On pourrait éventuellement C'est apporter de la difficulté à la difficulté. Parler de Marseille et de dire que Marseille 93, ça peut éventuellement rivaliser en termes de difficultés et de même de préjugés, parce que c'est ça la problématique, c'est qu'en fait tous les préjugés se cristallisent sur le 93. Quand il y a des problèmes dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis. Et je pense qu'il aurait été mieux de travailler avec le président du département, M. Troussel, de voir comment on pouvait éventuellement travailler ensemble. Et encore une fois, sur cette question-là, je pense que de toute façon, la prise de Kaboul avait été... aucun service de renseignement mondial ne s'était préparé. Les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul et donc du coup ça a pris tout le monde de court au niveau diplomatique et géopolitique. Donc l'exfiltration a été faite en urgence et donc du coup vu qu'il y a urgence, il n'y a pas forcément travail de fond, travail de préparation préalable avec les forces vives, les parties prenantes et les acteurs locaux. Voilà. Alors, Jamel Guessoum, rappelez-moi exactement quelles étaient vos missions. Je crois que vous êtes spécialiste en radicalisation et j'avais une question un petit peu taquine. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler avec M. Troussel? Alors, je vais commencer par la dernière question. Par la dernière. Non. Par la dernière. Non, monsieur Troussel n'est pas, de mon point de vue, assez sérieux pour aborder ces thématiques, des thématiques sociales diverses, telles que la question des réfugiés, ou même des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, ce qui relève d'ailleurs du département. Donc, de ce point de vue, moi je pense que M. Stéphane Troussel n'est pas est sur un piédestal qui ne lui permet pas de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça, c'est une première chose. Sur la question des personnes qui ont été suivies et logées en Seine-Saint-Denis, tout d'abord, s'ils sont arrivés par l'aéroport Charles de Gaulle, c'est automatiquement le 93. C'est très souvent comme cela. Donc je ne peux pas dire et affirmer qu'ils ont été mis dans le 93 parce que c'était un peu comme Marseille, etc. Ça, c'est mon expérience par rapport à un mineur non accompagné. Là, pour le coup, je ne peux pas en vouloir au service français de ne pas avoir détecté 1, 2 ou 5 personnes qui auraient fait partie des talibans. Effectivement, comme le dit madame, les choses sont faites en urgence. Il n'y avait pas forcément la latitude ni le recul nécessaire pour checker chaque personne et voir quel était son parcours, de plus que visiblement, de ce que j'aurais compris, cette personne aurait aidé l'ambassade de France. Donc, je ne peux pas service français. Alors, on a quelques problèmes de connexion, Jamel Guessoum. On va vous reprendre une fois que la connexion sera meilleure. Jean-Baptiste Ouriaz, justement, vous, sur le sujet des Afghans, de mémoire, je sais que vous êtes rendu à l'aéroport pour accueillir les réfugiés qui venaient justement d'Afghanistan et qui fuyaient les talibans. Moi, je suis triste que ces Afghans sont arrivés à partir de mardi dernier. Et on n'a pas attendu une semaine et demie pour commencer déjà les amalgames et dire c'est bon, les talibans sont arrivés à Paris, et donner lieu à toute la récupération politique qu'on a vue depuis ces derniers jours. Il faut savoir que quand ils sont arrivés à Charles de Gaulle, ils ont dû signer un décret de quarantaine. À cause de la Covid-19, en fait, ils ont été testés, ils ont fait donc des tests antigéniques pour savoir s'ils étaient infectés, parce que l'Afghanistan fait partie des zones les plus infectées au monde, et donc on est avant tout sur une violation de l'arrêté de quarantaine. Une bonne quantité de ces personnes arrivées d'Afghanistan ont déjà des papiers français. Ils ont déjà ou un passeport français ou un titre de séjour ici en France. Et donc ces personnes-là pouvaient tout simplement rentrer chez eux, et ensuite ils n'ont pas nécessairement respecté l'ordre de quarantaine contre la Covid-19. C'est d'ailleurs le sujet du 93. C'est pour le sujet du 93. Si cette personne-là habitait dans le 93, elle est donc rentrée chez elle et a fait sa quarantaine chez elle. Si elle n'a pas respecté sa quarantaine, elle a pu être approchée par les services de police comme n'importe quelle personne qui revient d'une zone rouge Covid. Pour la personne, moi j'ai toute confiance dans les services de sécurité. Les personnes ont évidemment été checkées, et la personne qui était suspecte a été tout de suite arrêtée, mise de côté et surveillée.
Et ensuite, je pense qu'on peut pas. C'est pas le 93 qui a été choisi. Il y a plus de 2700 personnes qui sont arrivées. Apparemment, ça va continuer encore quelques jours. Fort heureusement, les gens qui viennent d'Afghanistan sont des gens qui, comme je vous l'avais dit, ont des papiers français, ont travaillé avec la France, ont participé, ont fait des efforts absolument incroyables pour notre pays. Ce sont aussi des journalistes qui ont travaillé pour RFI, l'AFP, ce sont aussi des acteurs, des actrices, des femmes libres qui viennent parce que clairement leur jour était en danger en Afghanistan. Donc j'aimerais qu'on évite les amalgames, qu'on les considère avec humanité comme les personnes qu'elles sont. D'accord. C'est-à-dire des personnes de la société civile afghane qui auraient été assassinées, tués lâchement par les talibans s'ils étaient restés en Afghanistan, et donc c'était du devoir de la France de les accueillir et de réussir, si elle le souhaite, à les intégrer ici en France. On doit faire preuve de pédagogie justement par rapport à cette peur de l'étranger, cette xénophobie. Oui, et pour tous les étrangers qui sont ici en France, évidemment, mais encore plus pour ces personnes-là. C'est-à-dire que on voit des attentats, on voit des machins, et l'amalgame est très vite fait. Et l'amalgame est fait. Et certains le poussent. Et donc ce genre d'articles, comme certaines émissions que je ne vais pas citer, s'amusent, jouent avec les peurs, parce qu'il y a un vrai business derrière tout ça, et donc déconsidèrent humainement, pour les avoir rencontrés, pour avoir discuté avec eux, déconsidèrent humainement qui ces personnes sont. Ce sont des soldats, ce sont des soldats français. Ce sont des traducteurs, ce sont des gens des cuisiniers de l'ambassade, bref, ce sont des gens comme vous et moi en fait, tout simplement. Et donc il faudrait arrêter de les voir comme les Afghans et simplement les voir comme des individus qui vont pouvoir demander l'asile ici en France. Mais ça c'est complètement transposable avec la politique d'asile et la politique d'accueil, parce que tout de suite on a tendance à remettre en cause le droit d'asile et la politique d'accueil en France. Et ça, je trouve ça dommageable. Bien évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense qu'il faut avoir une pédagogie citoyenne et sociale sur pourquoi on les accueille. Voilà. Et comment on les accueille, bien évidemment. Moi, je rappelle qu'après la mort du petit Aylan sur les plages turques, il y a eu beaucoup, il y a eu un émoi, mais qui est vite passé. Malheureusement, l'émotion, elle est très l'actualité en chasse une autre. Voilà, c'est ça la problématique, c'est que l'émotion est très éphémère en France. Et donc du coup, nous, à Courdimanche, dans la ville où j'ai été élue, on a accueilli une famille irakienne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les enfants ont brillamment réussi et le brevet et le bac. Et que la mère est devenue cuisinière dans une cantine scolaire. Le père est devenu, alors il a refait ses études de journalisme, mais aussi il est maintenant aussi maçon dans une entreprise publique pour le BTP. Et c'est une réussite. Et sans ça, voilà, faire de l'immigration les mots de toute la France, c'est une stratégie frontiste et xénophobe et complètement raciste. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Ils sont les prochains boucs émissaires, vous pensez? C'est les prochains boucs émissaires. Et puis de toute façon, moi, j'ai en écho le discours de Marine Le Pen. Les terroristes arrivent en bateau, quoi. Voilà. Arrivent en bateau de Libye et du Maghreb et d'Afrique, alors que non, c'est des personnes qui en effet ont risqué leur vie sur place, ont risqué leur vie pour arriver chez nous, et ils ont au moins l'humanité de les accueillir dignement, pour justement les accompagner à faire grandir notre pays en termes d'humanité, en termes social, en termes économiques. Et encore une fois, la phrase de « ils veulent voler notre pain », non, parce qu'ils occupent des métiers qui étaient déjà en sous-emploi, qui n'étaient pas forcément occupés par la population française. Donc cassons ces préjugés-là, grandissons-nous avec humanité, et halte à cette remise en cause permanente du droit d'asile et de la politique migratoire en France. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux, ça sera la dernière question. Jean-Baptiste, selon vous, la France est-elle encore une terre d'accueil? Bien sûr.
Bien sûr, je le vois tous les jours. Je crois que c'est 100 000 personnes qui viennent demander l'asile ici en France par année. Je crois que au niveau de rien que de l'Afghanistan, c'est 10 000 personnes qui reçoivent la protection de la France alors qu'ils fuient les barbaries en Afghanistan. Et donc oui, évidemment, la France est une terre d'accueil. Oui, évidemment, la France fait sa part pour protéger des personnes qui ont dû fuir pour des raisons politiques, pour des raisons de discrimination, d'orientation sexuelle, leur pays d'origine où ils y seraient parfois condamnés à mort. Parfois condamnés à la perpétuité aussi. Pour des appartenances politiques. Et donc, oui, c'est sûr. Alors après, il faut éviter les amalgames et surtout éviter les opportunismes. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde s'est réveillé à la chute de Kaboul. Ah oui, finalement, il y a des maires qui pouvaient prendre des réfugiés, il y a des maires qui pouvaient faire un effort particulier. Mais moi, je regrette que ces maires ne soient pas là avant. En fait. Mariam Bouslam, je vous repose la même question. La France est-elle encore une terre d'asile ? Il le faut. Voilà. Je dis pas qu'elle l'est encore, mais de toute façon, moi je le vois avec mes activités professionnelles, je suis en lien avec la préfecture du Val d'Oise où les politiques de regroupement familial se font toujours et encore, les demandes d'asile se font toujours et encore, la machine de l'État est toujours au rendez-vous de l'accueil. Maintenant, il faut que, d'un point de vue citoyen et social, ça se suive dans les faits, dans la pédagogie, je dirais, citoyenne, de ne pas voir ces arrivants, ces nouveaux arrivants comme des futurs terroristes ou des futurs coupables de nos maux, mais au contraire peut-être, et je dis bien peut-être et surtout peut-être, la solution de nos problèmes, parce que c'est collectivement qu'on va y arriver. Puis de toute façon, la France, il faut qu'elle soit une politique d'accueil, parce qu'il n'y a pas que des politiques, il n'y a pas que de l'asile politique. Parlons aussi des réfugiés climatiques qui vont arriver de plus en plus, parce que la condition environnementale internationale s'aggrave de plus en plus. Preuve, le rapport du GIEC qui est arrivé il n'y a même pas deux semaines, qui est alarmant, va pousser les réfugiés climatiques à venir aux portes de l'Europe, et ça, il faudra les accueillir avec bienveillance, avec humanité. Ça me fait penser qu'à la prochaine émission, on parlera de votre campagne Un été sans plastique. Nous n'avons hélas pas le temps, et l'émission touche à sa fin. Je tenais à remercier Jamel Guessoum. On ne pourra pas avoir son avis parce qu'il y a une coupure internet. Nous le remercions pour sa présence. Nous vous remercions pour votre présence à tous les deux. Merci Mariam Bouslam. Merci à toi. Merci Jean-Baptiste Ouriès. En espérant vous revoir ici sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la même émission. Au revoir.